Bonsoir à tous, il est 20h, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur RTI 1. À la une ce soir, l'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anticorruption a ouvert ses portes à Yamoussoukro pour le vice-président Thiemoko Meïlie Koné qui a procédé à l'ouverture officielle. C'est un levier stratégique qui va permettre d'arriver à une nouvelle génération d'acteurs publics et privés engagés en faveur d'une gouvernance intègre et efficace. Autre événement ce jeudi, cette fois à Abidjan, le démarrage du forum des opportunités d'investissement et de partenariat. En première ligne, les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé a mis en avant le potentiel ivoirien et lancé un appel aux investisseurs. Lutte contre le terrorisme, le commandement des États-Unis d'Amérique pour l'Afrique, AFRICOM, partage son savoir-faire. Plus de 500 personnels issus de 38 pays qui vont travailler ensemble 3 semaines durant afin d'améliorer leur opérationnalité. Jacquesville abrite cette opération militaire internationale. Et puis le président français Emmanuel Macron qui a réaffirmé l'engagement de son pays en faveur de la recherche de solutions en République démocratique du Congo et aussi au Rwanda, 2 pays en proie à des tensions régionales persistantes. Premier point de ce journal, Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, l'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anticorruption y a ouvert ses portes. Le vice-président Thiemoko Meïlie Koné a procédé au lancement de ce programme qui vise à favoriser l'émergence d'un Ivoirien nouveau engagé pour la lutte contre la corruption et la promotion de l'intégrité. Retrouvons sur place à Yamoussoukro, Alexis Ouedraogo. L'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anticorruption ouvre ses portes en Côte d'Ivoire. Ce jeudi, en présence du vice-président de la République, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro s'est faite temple de l'intégrité. Yamoussoukro est une cité qui regorge d'écoles d'excellence et de référence. C'est dans ce sens que la création de l'Académie de la bonne gouvernance et de leadership anticorruption à Yamoussoukro vient encore consolider l'excellence que prône notre belle cité. Promouvoir l'intégrité, lutter contre la corruption qui plombe les efforts de développement, le projet va apporter de nombreuses améliorations dans plusieurs secteurs. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a choisi le meilleur instrument qu'est l'éducation-formation. En effet, c'est dans l'esprit que naît le mal dont la corruption fait partie. C'est donc dans l'esprit qu'il faut le combattre. Dès lors, cette académie vient à point nommé pour la transformation et le changement de mentalité. 200 auditeurs issus des secteurs publics et privés de l'espace CEDEAO composent cette première cohorte. L'Académie se veut hub de la sous-région en matière de lutte contre la corruption. Depuis son accession à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara a su mettre en œuvre des réformes novatrices tant sur le plan juridique qu'institutionnel, en créant des structures spécifiquement dédiées à la lutte contre la corruption. Les pays du monde entier sont confrontés à des défis significatifs liés à la corruption qui entravent la croissance économique, sapent la confiance des citoyens dans les institutions et compromettent les efforts de développement. Ensemble, faisons de cette académie un véritable phare, un phare de bonne gouvernance, un phare pour la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest africaine et au-delà. Pour Thiemoko Meïlie Koné, cet outil vient renforcer le cadre institutionnel existant, un levier stratégique qui va contribuer à l'émergence d'un Ivoirien nouveau, conformément à la vision du chef de l'État. Au-delà des indicateurs statistiques, l'enjeu fondamental reste l'amélioration continue de la réalité vécue au quotidien par les populations. Il s'agit de construire une société où chaque individu bénéficie d'un traitement équitable dans l'accès aux services publics et peut compter sur un système judiciaire intègre et impartial. Cela implique que la lutte contre la corruption ne se limite pas à la répression. Elle doit aussi s'appuyer sur la formation d'hommes et de femmes responsables, capables de résister aux compromissions et de choisir
la voie de l'intégrité. Aujourd'hui, la lutte contre la corruption est une bataille bien engagée et irréversible. La Côte d'Ivoire a choisi la voie d'une gouvernance éthique fondée sur la transparence et entend maintenir ce cap avec détermination. Le vice-président de la République a invité l'Académie à rendre disponibles ses travaux en vue d'un impact sur un plus grand nombre, signalant la signature du programme Côte d'Ivoire Transparence entre le pays et les institutions de lutte contre la corruption. Et suite à l'ouverture officielle de l'Académie, un panel de haut niveau à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. La corruption peut-elle être éradiquée en Côte d'Ivoire? L'interrogation a donné le top départ des travaux. Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire peut-elle remporter sa lutte contre la corruption? La question a ouvert ce jeudi le panel de haut niveau de l'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anticorruption. Nous sommes passés de 136e sur 180 pays évalués en 2013 à 69e sur 180 en 2024. Notre ambition, c'est pourquoi pas d'être parmi les 10 meilleurs au niveau mondial. Et c'est pour cela que l'ensemble de ces initiatives, que nous avons notamment la mise en place de cette académie pour agir sur la formation, l'éducation et un changement de culture d'entreprise, culture d'administration, un renforcement de l'éthique et de la probité peut nous permettre de contrôler la corruption, de réduire de façon significative la corruption. Protection des lanceurs d'alerte, transparence dans la gestion des marchés publics via la digitalisation. Un travail ardu qui appelle au changement de mentalité, notamment au sein de l'administration publique. Pourquoi un doyen de faculté se donnerait tant de peine à organiser l'année académique dans les délais et la qualité appropriés? Il a le même salaire que les autres doyens. Un responsable de gestion ne céderait pas à la tentation de la corruption, de la mauvaise gouvernance, s'il n'est pas incité à bien faire. C'est bien, c'est même nécessaire que les structures de bonne gouvernance soient mises en place. Des mesures qui doivent prendre appui sur l'homme. Il nous faut aboutir à un engagement national. Un engagement généralisé de tous. Le président de la République est plus que motivé. L'ensemble du gouvernement y travaille chaque jour. Mais qu'en est-il de nos concitoyens? Pour corrompre, il faut être deux au moins. Les efforts que nous faisons dans l'administration publique nous permettront de gagner ce pari, de relever ce pari, si et seulement si le citoyen nous accompagne et fait confiance à son administration. On ne paie pas pour entrer à la fonction publique. La tribune est belle. Et donc, quand on est un animateur de recrutement dans la fonction publique, de bout en bout, on ne s'attend à rien en dehors de son salaire à la fin du mois. Le jour où nous y arriverons, alors on aura réussi à combattre la corruption. Les assises de l'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anti-corruption prennent fin ce vendredi. Autre événement d'envergure en terre ivoirienne, le Forum des opportunités d'investissement et de partenariat ouvert au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Occasion pour les autorités d'exposer les piliers de la stratégie économique du président Alassane Ouattara, articulée autour d'un plan national de développement qui est structuré et d'une volonté affirmée de pouvoir bâtir des partenariats gagnant-gagnant. De l'agriculture à l'énergie, en passant par les mines, la santé ou encore le tourisme, le pays invite les investisseurs à miser sur un avenir partagé. Dans le secteur de la pêche également, de nouvelles perspectives. Le tout premier salon de la pêche et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire a été ouvert ce jeudi par le Premier ministre Robert Begré-Mombé. C'est un rendez-vous international. Il s'inscrit dans une dynamique de transformation durable du secteur halieutique africain. Il réunit 22 pays membres de la conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique. Chantal Akandan et Ulrika Dangon.
Abidjan accueille le salon de la pêche et de l'aquaculture, ce Lab Fishery Expo 2025. Une première en Côte d'Ivoire. Cet événement d'envergure internationale rassemble les pays membres de la COMAFAT, conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique, autour d'un enjeu commun, la valorisation durable des ressources halieutiques. Le thème central de cette édition inaugurale, développement durable de la pêche et de l'aquaculture, quelle politique et stratégie, souligne l'urgence d'une approche holistique et concertée face aux défis de la conservation, de la gestion responsable des ressources et de la sécurité alimentaire. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, partenaire stratégique du Salon, réaffirme son engagement aux côtés des États africains. Ces partenariats visent également à promouvoir et faciliter le partage d'expériences avec d'autres nations dans des domaines agricoles, de la pêche et de l'agriculture. La FAO salue le fort engagement de la Côte d'Ivoire pour le développement de l'aquaculture. L'Égypte, pays invité d'honneur, et la Thaïlande, invité spécial, marquent de leur empreinte cette première édition. CELAB Fishery Expo 2025 ambitionne de repenser les filières halieutiques. Objectif, impulser une nouvelle dynamique. La Côte d'Ivoire bénéficie d'un potentiel considérable, son patrimoine halieutique riche, sa jeunesse entreprenante et une vision stratégique formulée dans le cadre de sa politique nationale de développement de pêche et de l'aquaculture, promouvoir l'économie bleue et attirer les investissements structurants, tant nationaux qu'étrangers, dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé inscrit cette initiative dans une stratégie de transformation durable du secteur. La question est de savoir, mais comment bien maîtriser la gestion de la chaîne de valeur pour chacun de ces espaces. Le premier défi, c'est comment protéger nos espaces maritimes par un contrôle régulier. Actuellement, nous sommes aidés par les drones, par les satellites, et on peut être opérationnel pour mettre en déroute tous les squatteurs qui viennent dans nos espaces maritimes par des navettes pour mettre de l'ordre. Temps fort de l'ouverture, la remise officielle des clés de nouvelles navettes de surveillance maritime. Un geste symbolique du chef du gouvernement pour renforcer la lutte contre la pêche illicite. À l'Assemblée nationale, les parlementaires ont procédé à l'examen et à l'adoption de 6 projets de loi. Les travaux en plénière ont connu une suspension à la suite d'une déclaration du groupe parlementaire PDCI-RDA. La reprise des travaux avec le groupe parlementaire RHDP a ensuite vu l'adoption à l'unanimité des 10 projets de loi. Le point de Souleymane Donissangou. En tout premier lieu de cette séance plénière, le président du groupe parlementaire PDCI-RDA a émis un préalable relatif à la décision portant radiation de la liste électorale, le président Tidjane Thiam. Monsieur le Président, vous comprenez bien que devant cette situation, le PDCI-RDA est en droit de s'interroger. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, de manière solidaire, le groupe parlementaire PDCI-RDA a décidé de ne pas participer à ces travaux. Devant cette décision, Adama Bictogo n'y voit aucun inconvénient. Depuis mon élection le 22 juin, ça a été un objectif de créer une famille parlementaire. Elle n'est pas antinomique à la pluralité de pensée. Nous avons toujours fonctionné sur la base de ce qui a renforcé la cohésion de l'Assemblée, le principe de la concertation. Elle n'est pas nouvelle. Du prétexte d'une décision judiciaire pour sortir, c'est leur droit. Je voudrais que nous continuions de garder ce sens de la fraternité, de la cohésion, parce que notre pays en a besoin
et nos populations en ont besoin. Après quelques quarts d'heure, une reprise des travaux en plénière a permis de passer au crible les 6 projets de loi, notamment le projet de loi portant répression de la commercialisation et de l'exportation illicite des produits agricoles soumis à agrément. L'adoption à l'unanimité de ce projet de loi émis par la Commission des affaires économiques et financières indique qu'avec l'aide des forces de l'ordre, plusieurs saisies ont été réalisées en ce qui concerne la noix brute des cajous, ainsi que dans le domaine de l'EVA où la transformation locale est fortement encouragée. Le commandant du commandement des États-Unis pour l'Afrique a été reçu en début d'après-midi à l'état-major des armées par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Et le général Michael Langley ont évalué ensemble la situation sécuritaire dans la sous-région, la dynamique de la coopération militaire entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Ils ont aussi évoqué la question du renforcement des capacités des acteurs et le développement d'un partenariat durable afin de rendre l'armée ivoirienne beaucoup plus opérationnelle. Et c'est dans le cadre des exercices Flintlock que le commandant du commandement des États-Unis pour l'Afrique est en Côte d'Ivoire. À travers l'exercice Flintlock qui se tient depuis 20 années, le commandement des États-Unis d'Amérique pour l'Afrique partage donc son savoir-faire en matière de lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité. Ce sont plus de 500 personnels issus de 38 pays qui vont travailler ensemble 3 semaines durant afin d'améliorer leur opérationnalité. Dans l'actualité politique, remous au sein du PDCI, Valérie Yapo, cadre du bureau politique, conteste l'élection de Tidiane Thiam à la tête du parti. Selon elle, le processus ayant conduit à son investiture serait entaché d'irrégularités. L'audience, initialement prévue à ce jour, a finalement été reportée au 8 mai prochain. En attendant, les militants se sont retrouvés à la permanence du parti afin de témoigner leur soutien à leur président Tidiane Thiam. Dans la même veine, le RHDP qui a réagi à la décision de justice de radiation de la liste électorale du président du PDCI RDA Tidiane Thiam. Un point presse a eu lieu ce jeudi au siège du RHDP. Le porte-parole principal du Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix, Kobena Kwasi Adjoumani, a donné la position de son parti qui ne serait en rien mêlé à cette décision de justice. Carmel Dia. À 6 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, les partis politiques multiplient les communications. Au niveau du RHDP, le porte-parole Kobena Kwasi Adjoumani a clarifié la position de son parti sur la radiation du président du PDCI RDA de la liste électorale. Le code de la nationalité ivoirienne, et plus spécifiquement l'article 48, sont-ils une invention du RHDP et du président Alassane Ouattara? D'autant plus qu'à cette date, le RHDP n'existait pas encore. Est-ce le RHDP et son président qui ont saisi le juge dans le cadre du contentieux électoral pour obtenir la radiation de M. Thiam de cette liste? La réponse est encore non. La CEI n'avait pas à statuer sur la validité des documents produits. Cela reste du ressort de la justice, qui a été saisie et qui a fait son travail. D'où vient-il qu'on accuse le RHDP d'être à l'origine des déboires judiciaires de M. Thiam? Il est lui-même auteur et victime de ses propres turpitudes. Plus loin, Kobena Kwasi Adjoumani a invité tous les acteurs politiques à la responsabilité en période électorale. Le président de la République est le garant de la Constitution. Cette Constitution consacre la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. L'état de droit que nous voulons bâtir commence par le respect de la légalité. Le temps des compromis et des petits arrangements politiques est révolu dès lors que toutes les institutions de la République fonctionnent normalement. Pour rappel, c'est le 22 avril dernier que la justice ivoirienne a ordonné la radiation de Tidiane Thiam de la liste électorale. Et je vous propose de revenir en images sur l'exercice Flintlock qui se tient du côté de Jacquesville. Depuis 20 ans, donc, le commandement des États-Unis d'Amérique qui partage son savoir-faire en matière de lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité. Voyons cela avec Amadou Ouattara. 11 heures passées de 5 minutes.
à Jacquesville ce jeudi 24 avril 2025. Il est signalé une prise d'otage d'un officiel et sa délégation dans un bâtiment de service public. Un détachement des forces de défense et de sécurité se déploie sur les lieux afin de procéder à la neutralisation des terroristes et repartir avec les otages sains et saufs. Ce qui est fait avec professionnalisme et les bandits sont mis hors d'état de nuire. Tenez-vous bien, en réalité, c'est un exercice conjoint Force spéciale ivoirienne et Force spéciale britannique. Il marque l'entame de l'édition 2025 du Flintlock, une initiative américaine qui vise le renforcement des capacités des forces spéciales issues d'une quarantaine de pays engagés dans la lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité. Les opérations spéciales incarnent le carrefour entre les plans, l'action de notre lutte contre le terrorisme, contre les réseaux illicites. C'est ainsi qu'on arrivera à prendre un avantage qui est décisif. Pays partenaires, votre présence aujourd'hui est une preuve évidente de notre volonté commune de rechercher la paix et la sécurité. Le chef d'état-major général des armées se réjouit du choix de la Côte d'Ivoire pour cet exercice. C'est pourquoi je tiens à exprimer au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, notre profonde gratitude aux États-Unis d'Amérique pour leur engagement constant en faveur d'une Afrique de l'Ouest plus stable et plus sûre. Je salue tout particulièrement le commandement des opérations spéciales des États-Unis pour l'Afrique, à l'initiative de l'exercice Flintlock, dont l'appui permanent contribue au renforcement des capacités des forces, tant ivoiriennes que celles des nations partenaires. Cette année est marquée par le 20e anniversaire de l'exercice Flintlock. Il mobilise 500 personnels de forces spéciales de plusieurs nationalités. Et on parle d'identification en Côte d'Ivoire. Le site internet www.myhonesty.ci permet désormais d'avoir sa carte nationale d'identité en version numérique. Cette nouvelle version de la CNI répond à un double besoin, simplifier les démarches et limiter les pertes ou falsifications des cartes physiques. Ce mercredi, l'ONESI a procédé donc au lancement officiel de cette innovation majeure dans la gestion de l'identité en Côte d'Ivoire. Sidonie Davila. C'est avec un sourire de satisfaction que cette jeune dame vient d'activer sa carte nationale d'identité digitalisée via l'application MyHonesty Plus. Un simple clic, quelques étapes rapides et le tour est joué. C'est effectivement la digitalisation du titre d'identité. Que vous ayez votre carte nationale d'identité, que vous ayez votre carte de résident ou tous les titres émis par l'ONESI, nous avons finalement pu digitaliser tous les titres et leur permettre d'avoir accès à beaucoup plus de services. Avec cette innovation, l'ONESI entend inscrire l'identité nationale dans l'ère du numérique. Je trouve que c'est très bien. On n'est pas obligé d'avoir la CNI physique sur nous et on s'inscrit en tout cas à l'ère moderne où on peut avoir nos documents partout avec nous. Ce mercredi, l'Office national de l'état civil et de l'identification, ONESI, a présenté officiellement cette innovation majeure, la digitalisation de la carte nationale d'identité. Une avancée technologique pensée pour faciliter la vie des citoyens. Si vous téléchargez MyHonesty Plus et que vous avez perdu votre carte, nous la renouvelons beaucoup plus facilement parce que vous l'avez déjà digitalisée et donc les services vont aller encore plus vite. À l'occasion de ce lancement, l'ONESI a reçu un bus offert par un partenaire engagé dans la transformation digitale et la proximité citoyenne. Le Salon international des inventions d'Abidjan ouvre sa 7e édition. Il s'agit de mettre en lumière les inventions en Côte d'Ivoire et de parvenir à en faire un pilier du développement dans notre pays. Les réunions du printemps du Fonds monétaire international FMI et du groupe de la Banque mondiale se tiennent à Washington depuis le 21 avril. Les États membres réunis au sein du groupe Afrique 2 se sont rencontrés dans ce cadre et la ministre ivoirienne de l'économie et du plan et du développement qui dirigeait cette organisation en 2024 vient de céder la présidence tournante. Serge Coléa.
La ministre de l'économie, du plan et du développement passe la main à son homologue djiboutien Ilyas Moussa Dawali à la tête du groupe Afrique 2. La Côte d'Ivoire, de l'avis des États membres, a assuré la présidence tournante en 2024 avec un engagement fort autour des priorités communes. C'est un grand honneur de présider juste après la Côte d'Ivoire et de ma sœur Madame Kaba qui a été très brillante tout au long de l'année dernière et qui a quand même marqué sa présidence par le succès du AIDA 21 qui est aujourd'hui reconstitué avec un record et surtout donc de continuer à servir et à être le porte-voix de notre groupe parce que les défis sont nombreux. Il faut poursuivre le dialogue à la fois entre nous mais également donc avec les instances de la banque pour accompagner de façon efficace nos pays dans ces moments qui ne sont pas des moments faciles. À Washington, la délégation ivoirienne continue ses rencontres avec les partenaires au développement. En témoignent ses échanges avec Maktar Diop, directeur général de la SFI. Sur la période à venir, donc 2026-2030, nous sommes en train de bâtir une stratégie pour laquelle on veut faire encore davantage de place au secteur privé. Et en ce sens, nous avons énormément d'attentes vis-à-vis de votre institution. Ces dernières années, on a vu une intervention beaucoup plus forte en fait, dans le secteur de l'habitat. Et le secteur de l'habitat, c'est un secteur essentiel. Donc il y a lieu vraiment de renforcer, de développer et d'accompagner davantage ce secteur pour qu'on puisse mettre la population dans les meilleures conditions en termes d'habitat. C'est en cela la question du partenariat public-privé PPP devrait faire l'objet d'une attention beaucoup plus accrue. Et on peut dire aujourd'hui que notre économie, en tout cas en Côte d'Ivoire, est parmi les plus compétitives. La Société financière internationale est la filiale de la Banque mondiale chargée du financement du secteur privé dans les pays en voie de développement. Les ministres ivoiriens ont fait un tour d'horizon des relations de partenariat public-privé avec un accent particulier dans les domaines de l'énergie solaire, de la santé, de l'agriculture et du logement social. Maktar Diop a remercié les autorités ivoiriennes qui reçoivent la SFI dans le cadre du CEO Forum, événement phare du secteur privé prévu en mai à Abidjan. Au chapitre santé, la journée mondiale de lutte contre le paludisme est célébrée chaque année le 25 avril. 14% des cas mondiaux sont enregistrés sur le continent africain, avec les décès qui sont concentrés dans 11 pays, dans le Burkina Faso, le Cameroun, la RDC, le Ghana ou encore le Mali, selon le rapport mondial sur le paludisme 2024 de l'OMS. Le point du paludisme en Afrique à la veille de cette journée dédiée à la maladie, dans ce sujet que nous propose Delphine Blas. L'Afrique est en grande partie alitée à cause du paludisme. La maladie n'est pas une palet tout petit. Elle tue principalement des enfants de moins de 5 ans et frappe le plus durement les plus pauvres. C'est malheureusement une réalité. Selon le rapport mondial sur le paludisme 2024 de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, environ 2/3 des cas de paludisme et des décès sont concentrés dans 11 pays africains. Burkina Faso, Cameroun, République démocratique du Congo, Ghana, Mali, Mozambique, Niger et Ouganda. Pour arrêter donc l'hémorragie, le monde doit se mobiliser autour de l'Afrique. Le rapport mondial sur le paludisme de l'OMS donc indique 11 millions de cas supplémentaires de la maladie en 2023 par rapport à 2022. 600 000 personnes supplémentaires décédées en 2023 sans amélioration significative par rapport à 2022. Selon des spécialistes, les méthodes de prévention existantes, comme les médicaments, les moustiquaires et les vaccins, ont sauvé des millions de vies, mais elles ne pourront probablement pas nous permettre d'éliminer complètement la maladie. Aujourd'hui, le Fonds mondial a besoin de 18 milliards de dollars américains pour sauver 23 millions de vies entre 2027 et 2029 pour le paludisme, le VIH, la tuberculose et le renforcement du système de santé.
Et pour la Côte d'Ivoire, le Fonds mondial a alloué déjà environ 151 milliards pour la période 2024-2026 pour les 3 pandémies, dont plus de 70 milliards de francs CFA pour le paludisme simple. Pour cette journée mondiale de lutte contre le paludisme, c'est le moment de redoubler d'efforts car éliminer le paludisme n'est pas seulement possible, c'est urgent et nécessaire. Dans le secteur éducation, direction la déco pour cette rencontre entre la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, et les fondateurs d'établissements scolaires privés. Les fondateurs en ressortent rassurés. L'intégralité des frais d'écolage pour l'année 2023-2024 est déjà en cours de paiement et les fonds pour l'année prochaine sont aussi en traitement. Un mot de religion, le Hajj 2025 se prépare activement. À l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, on s'attelle à offrir aux pèlerins toutes les commodités afin d'accomplir ce 5e pilier de l'islam. À moins d'1 mois des départs, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomondé, s'est rendu sur place afin de s'assurer des installations et dispositions prises. Et puis, dans l'actualité sur le continent, pour terminer en RDC, le président français Emmanuel Macron a réaffirmé l'engagement de la France dans la recherche de solutions pacifiques en République démocratique du Congo et également au Rwanda, 2 pays en proie à des tensions régionales persistantes. Paris entend jouer un rôle de facilitateur dans le dialogue entre les acteurs de la région afin donc de garantir l'intégrité territoriale et la souveraineté des États tout en soutenant la désescalade politique et ethnique. C'est la fin de ce journal. Demain 20h, retrouvez le grand journal sur RTI 1 avec Marine Cognon et Kolo Koulibaly. Bonsoir à tous.